Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, vous qui nous suivez en direct sur twitch.tv/notabenemovies ou ceux qui nous écoutent aussi peut-être en rediffusion, que ce soit sur YouTube, Nota Bonus, ou encore en podcast, parce qu'on est absolument partout. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une thématique, écoutez, qui sort un petit peu de l'ordinaire, on n'en parle pas beaucoup. Et oui, est-ce que les Incas auraient pu influencer au moins un petit peu les Lumières en France, Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Alfredo Gómez-Müller, qui est professeur honoraire d'études latino-américaines et de philosophie à l'Université de Tours. Il a donc une double casquette. Il a été diplômé d'un doctorat de philosophie à l'Institut catholique de Paris en 1986. Et il s'est penché sur les études latino-américaines à travers un DEA en études des sociétés latino-américaines à Paris 3, qu'il a obtenu en 79, ainsi qu'avec l'obtention d'un diplôme de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine en 78. Il a depuis enseigné à plusieurs endroits, il a publié de nombreux ouvrages comme L'anarchie et le problème du politique en 2014, Le postcolonial en Amérique latine en 2016 et Communalisme andin et bon gouvernement en 2022, qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui. Alfredo, bien le bonjour. Bonjour Benjamin. Bon, merci de nous accorder un petit peu de ton temps pour parler de cette question. Honnêtement, c'est vrai que c'est pas une question que je m'étais posée avant que Louis qui prépare cette émission me dise regarde, il y a Alfredo qui a un sujet d'étude qui est plutôt intéressant et ça m'intrigue beaucoup, et je pense que ça intrigue beaucoup de gens aussi qui nous écoutent, parce qu'on fait pas forcément le lien entre les deux, entre la France et les Incas comme ça. Alors avant d'embringuer sur ce sujet passionnant, toi, quel a été ton parcours pour en arriver à devenir professeur en études hispano-américaines ? C'est un peu la vie, hein. C'est pas un parcours d'abord intellectuel, c'est un parcours d'expérience de vie. Disons, j'ai vécu une partie de ma vie en Amérique latine. Je suis binational d'ailleurs. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai essayé de me donner des instruments pour mieux comprendre la réalité dans laquelle je vivais. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux sciences humaines, sociales et à la philosophie. Donc, c'est venu un peu comme un défi lancé par le milieu dans lequel j'étais. Donc, c'est pas un intérêt purement académique, mais c'est plutôt quelque chose qui relève de la vie, de l'existence, du rapport avec les autres, du rapport avec le monde en général. Et alors, tu t'es intéressé particulièrement à une figure, à un ouvrage aussi de l'Inca Garcilaso. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, parce que c'est ce qui va conditionner finalement tout cet entretien ? Oui, je me suis intéressé à cette figure de l'histoire, l'Inca Garcilaso de la Vega. C'est un personnage particulièrement intéressant. Il a vécu à une époque de grands bouleversements dans l'histoire mondiale. Il est né en 1539, c'est-à-dire à peine 6 ans après la chute de Cusco. Cusco était la capitale de ce qu'on appelle l'empire des Incas. L'Inca Garcilaso est né lui-même à Cusco. Il a vécu la première partie de sa vie à Cusco. La ville a été occupée, prise par les Espagnols, par les envahisseurs espagnols en 1533. Et l'Inca Garcilaso incarne en quelque sorte dans sa chair ces bouleversements, car il a un père espagnol donc, qui vient du côté des envahisseurs. C'était un capitaine de l'armée espagnole, le capitaine Garcilaso de la Vega, et puis une mère inca, une mère qui appartenait au milieu de la noblesse, qu'on appelle la noblesse, l'aristocratie inca, c'est-à-dire quelqu'un qui était apparenté tout simplement à la famille de l'Inca, qui était le souverain suprême, le roi des Incas. Donc il a une mère espagnole, une mère indienne. Il se trouve à la croisée de deux cultures très différentes, et il a vécu lui-même de manière très intime les tensions, les conflits liés à la rencontre violente, essentiellement violente, de ces deux cultures.
Donc il y a déjà là quelque chose d'assez important. Et puis, c'est quelqu'un qui a su, en quelque sorte, tirer profit, entre guillemets, de cette double ascendance, dans la mesure où, étant à la croisée de toutes ces tensions, de ces conflits, il a écrit une œuvre pour essayer de penser et de dire à ses contemporains ce qu'il voulait dire au sujet de cette invasion et de la résistance inca et de la rencontre entre ces deux cultures. Et puis cette œuvre qu'il a écrite pour essayer de comprendre la réalité dans laquelle il vivait a eu un impact extraordinaire. Donc, c'est quelque chose qui m'a motivé aussi, c'est de découvrir que cet ouvrage a eu un impact tout au long de 4 siècles, ce qui est assez remarquable, c'est-à-dire depuis la parution en 1609, donc le tout début du XVIIe siècle, et jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Et en Amérique latine, aujourd'hui encore, l'ouvrage est important. Donc c'est un ouvrage qui a eu un impact très considérable dans le temps et dans l'espace, puisque il a été très lu non seulement en Amérique latine, mais aussi en France. Et dans cet ouvrage qui a cette particularité, il y a en particulier une partie qui s'appelle le livre 5 de cet ouvrage. Le titre de l'ouvrage, c'est « Les commentaires royaux sur le Pérou des Incas ». C'est le titre abrégé de la traduction française. Dans ce livre 5, l'Inca Garcilaso propose un récit sur ce qu'on appelait à l'époque le bon gouvernement, le thème du bon gouvernement des Incas avant l'invasion européenne. Et cette description va contribuer à travers le temps, dès le XVIIe siècle, mais surtout au XVIIIe siècle et aussi au XIXe siècle, va contribuer au renouvellement des idées et des théories politiques et sociales en Europe et notamment en France. C'est un phénomène assez particulier, on aura l'occasion d'en parler sans doute un peu plus tard, mais en France, cet ouvrage a eu une réception vraiment en dehors de l'ordinaire, extraordinaire au sens propre du mot. Donc tout cela m'a motivé, bien sûr, ça m'a intéressé. En creusant un peu, en cherchant à comprendre ce livre et ce récit, je me suis rendu compte que cet ouvrage, bien sûr, ne surgit pas de rien, il ne surgit pas ex nihilo. C'est un ouvrage qui exprime une époque. Donc, les commentaires royaux dit cette époque où l'Europe entreprend un processus de colonisation de ce continent immense qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique. Et cet ouvrage est en quelque sorte la réponse concrète que fait quelqu'un, personne qui a connu cette époque, qui a vécu les tensions de cette époque dans sa chair même. C'est un ouvrage qui donc entend répondre à des défis nouveaux, des défis posés par ce choc, cette rencontre violente entre ces deux cultures, européenne et inca. Et on pourrait dire que même par-delà cet aspect, l'ouvrage aussi aborde des questions qui concernent le sens de la vie en société, le sens du travail, le sens de la distribution des richesses produites socialement. Des questions qui sont toujours pertinentes, non seulement en Amérique latine, mais en Europe et partout dans le monde. Ce sont des questions très, très, très présentes. Donc, c'est un ouvrage d'il y a 4 siècles, mais qui a une actualité tout à fait remarquable.
Alors, ce que je te propose de faire, donc, quand on a préparé le fil de cette émission, on l'a découpé en 4 parties. On va d'abord s'intéresser un petit peu à ce personnage pour essayer de mieux comprendre qui il était et dans quel contexte il évoluait. Ensuite, on reviendra justement sur ce contexte des Européens qui ont débarqué en Amérique du Sud et de ce choc avec les Incas. Puis on reviendra sur ce livre et ce qu'il peut nous dire, et enfin sur sa réception en Europe. Alors, concernant du coup cet homme, l'Inca Garcilaso, tu nous as dit que son père est espagnol, sa mère est Inca. Est-ce que c'était quelque chose de courant à l'époque? Oui et non, en fait. Courant en ce sens que les Espagnols qui arrivent sont des soldats. Au départ, il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes du tout. Et donc, cette première génération de soldats qu'on appelle les conquistadors, c'est un nom espagnol, bien sûr, qui reflète aussi le point de vue espagnol sur le phénomène. Ces soldats sont essentiellement des hommes, et ces hommes s'accouplent avec des femmes indiennes. Donc, de ce point de vue-là, c'est très courant. Alors, par contre, ce qui n'est pas très courant, ce sont les circonstances et les modalités de cette union entre le père de Garcilaso, donc ce capitaine espagnol, et sa mère, qui était la cousine du dernier empereur Inca. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette union? Eh bien, c'est que le capitaine espagnol prend la mère de Garcilaso, qui s'appelait Chimpu Ogdio, il la prend comme concubine. C'est-à-dire, elle a le droit de partager sa demeure avec le capitaine espagnol. Elle a le droit de cohabiter avec ce conquistador. Et elle jouit même de certains privilèges. Elle a des serviteurs, elle peut recevoir ses amis, sa famille. Ça, c'est très particulier. Ça, c'était pas du tout fréquent. C'est seulement les femmes indiennes qui appartenaient à la couche dirigeante qui, souvent, pas toujours d'ailleurs, mais souvent, pouvaient avoir droit à ces égards, qui sont des égards assez limités, puisque, en général, le statut de la femme est le statut de concubine, pas d'épouse. Et justement, c'est là où il y aura un drame très important qui va marquer la vie de l'Inca Garcilaso de la Vega. C'est le fait que le père, son père, met en quelque sorte à la porte de la maison Chimpu Ogdio quand l'enfant a 10 ans. Il a 10 ans et il assiste à ce bouleversement dans sa vie, parce que jusqu'à présent, l'enfant habitait dans sa maison avec les 2 parents. Mais quelques années après la création de la vice-royauté du Pérou, c'est la première unité administrative, politique centralisée qui établit la puissance coloniale au Pérou, c'est la vice-royauté. Partout en Amérique latine, les Espagnols ont établi des vice-royautés. Donc cette vice-royauté du Pérou est créée en 1542 et les nouvelles autorités de la vice-royauté incitent les Espagnols, les soldats espagnols, notamment les personnes qui ont des responsabilités, les chefs notamment, ils les incitent à épouser des Espagnols. Et la raison officielle, c'est pour préserver la race espagnole et pour la morale publique. C'est une époque très chrétienne qu'il ne faut pas oublier ce point. C'est un certain christianisme qui marque les esprits à cette époque-là. Donc le père décide d'épouser une Espagnole, donc une jeune Espagnole de 14 ans,
s'appelle Luisa Martel. Linka Garcilaso va rester chez lui dans sa maison, mais sa mère donc est contrainte de quitter les lieux et il s'avère que le capitaine espagnol a arrangé un mariage entre Chimpu Oggio et un soldat espagnol pour ne pas la laisser toute seule. Donc, ça, c'est très dur comme expérience, on peut le comprendre, mais par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres milieux sociaux, c'est presque un privilège. Parce que, bon, au moins, elle a eu le statut de concubine pendant quelques années. La plupart des femmes indiennes qui n'étaient pas nobles, qui n'appartenaient pas à la noblesse, l'aristocratie, était tout simplement l'objet de viol. Souvent, le viol était une pratique extrêmement fréquente, attestée par les chroniqueurs espagnols eux-mêmes. Donc, c'est là aussi dans les relations sexuelles que l'on peut retrouver la trace de la violence de cette rencontre entre les envahisseurs qui arrivent de l'Europe pour s'installer, pour s'emparer des territoires et de richesses énormes, et les cultures, les civilisations, souvent millénaires, qui peuplaient ce continent. Donc c'était une rencontre assez violente. Et alors, Garcilaso, lui, il se considérait du coup lui-même plus comme un cas ou comme espagnol? Alors ça, c'est justement l'une des questions qui est au départ de ma recherche, qui aboutit à cet ouvrage. Parce qu'au départ, il faut dire que cette recherche est née aussi d'une certaine insatisfaction face aux lectures établies de la figure de l'Inca Garcilaso. Très souvent, par exemple, on le présente comme un métis. Donc le père est espagnol, la mère est indienne, donc mécaniquement, automatiquement, c'est un métis. Son identité est métisse. Eh bien, c'est très curieux de constater que dans son œuvre, l'Inca Garcilaso ne se reconnaît pas comme métis, il se reconnaît comme indien. Il s'affirme indien, entre guillemets. Je dis entre guillemets, pour ceux qui ne le sauraient pas, il convient de le rappeler en tout cas, ceux qu'on appelle les Indiens des Amériques ne sont pas des Indiens, ce sont des Incas, des Mayas, des Aztèques, des Tupi-Guarani, des Mapuches, des Muiscas, etc. Autrement dit, l'appellation indien est une appellation qui vient du colonisateur pour tout. Donc, c'est né d'une erreur fondamentale. Quand Christophe Colomb débarque en Amérique, il croit être arrivé dans les Indes, c'est-à-dire les Indes que les Espagnols appelaient après les Indes orientales, l'Inde, donc là, New Delhi, tout ça. Ils croyaient être en Inde, en Asie. Et donc, ils ont appelé les habitants de l'Amérique des Indiens. Mais c'est une erreur fondamentale. C'est fourre-tout, et surtout, ça a été pris dans un sens, petit à petit, cela prend un sens péjoratif. Et au départ, c'est évident, cette appellation reflète elle-même une violence extraordinaire, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de nier le nom propre des gens, le nom propre des cultures. C'est leur donner un nom de l'extérieur, les baptiser de l'extérieur. Dorénavant, vous êtes indien. Peut-être avant de continuer sur le parcours de Garcilaso qui va quitter l'Amérique du Sud pour l'Espagne à un moment donné, on pourrait justement faire ce point contexte sur cette conquête de l'Amérique du Sud par les Européens.
tu nous dis que ça a été très violent. Comment elle s'est lancée, cette exploration après les voyages de Christophe Colomb? Comment ça s'est passé, cette invasion du continent par les Espagnols? Et quelqu'un nous pose une question dans le chat. Est-ce que à l'époque déjà il faisait vraiment la différence entre les Incas, les Mayas, les Aztèques, parce que effectivement c'est des populations qui sont très différentes, et là on essaye de tous les regrouper dans le même panier. Non, à l'époque c'est extrêmement rare dans les écrits des chroniqueurs espagnols et des fonctionnaires. Le nom qui est utilisé très tôt, c'est indien. Donc c'est très rare de trouver l'utilisation de noms propres, d'appeler les Mayas ou les Aztèques. Ce sont des Indiens. Partout, ce sont des Indiens. Et même, l'Inca Garcilaso lui-même va se réapproprier de cet usage du mot indien, et il se définit lui-même comme indien, entre guillemets, sachant qu'il n'est pas indien. Bon, c'est vrai que parfois, il ajoute un adjectif, il dit « je suis un Indien Inca ». Indien Inca. Ou alors, ça peut paraître drôle aujourd'hui, il dit je suis un Indien antarctique, c'est-à-dire du Sud. Je suis un Indien du Sud, pour distinguer des Indiens du Nord, de l'Amérique du Nord. Mais donc, il se réapproprie de cette appellation et il lui donne une nouvelle signification. C'est très intéressant. Il re-signifie cette appellation qui, au départ, chez les Espagnols, a une signification plutôt négative, et il lui donne une signification positive. Donc, c'est là déjà un acte de résistance dans le langage. Et un acte qui va trouver une expression majeure dans les commentaires royaux dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pour répondre à la question sur l'Espagne, on peut peut-être associer le vécu, le domaine du vécu, du concret, et le domaine de la grande histoire. En parlant un peu du père de l'Inca Garcilaso, qui est un de ces conquistadors qui arrive. Alors, il faut savoir que ce processus d'invasion se fait petit à petit. Ça a pris plusieurs décennies. Cela commence par la région des Caraïbes, puisque les Espagnols arrivent d'abord, Christophe Colomb arrive d'abord sur une île des Caraïbes, et les premières occupations de terres indiennes commencent dans les Caraïbes, ce qu'on appelle ce qui est aujourd'hui Haïti, qu'on appelait à l'époque l'Espagnol, puis ça a été rebaptisé l'Espagnol, féminin, alors l'île espagnole, par les Espagnols. Il y a aussi Cuba, par exemple. Il y a eu une résistance importante de ces populations, mais petit à petit, ils ont été anéantis. Et là, les études démographiques contemporaines montrent bien la profondeur des dégâts, dans la mesure où, au bout de quelques décennies de guerre, de travaux forcés, de pillage, d'esclavage, car au départ, avant d'amener des esclaves de l'Afrique, les Espagnols ont utilisé, dans les Caraïbes surtout, la main-d'œuvre indienne comme esclave. Donc, c'est la pratique de l'esclavagisme. Donc, au bout de quelques décennies, il ne restait pratiquement plus d'Indiens sur les îles des Caraïbes. Donc, Saint-Domingue, Haïti, Cuba et bien sûr les autres îles des Caraïbes. Donc ensuite, ils débarquent sur la terre ferme, ce qu'ils appelaient la terre ferme, donc le continent lui-même. Ils explorent les côtes nord de l'Amérique du Sud, donc ce qui est aujourd'hui les Guyanes, le Venezuela, la Colombie, le Panama. Ensuite, il y a le Mexique, donc ils apprennent
qu'au Mexique, il y a beaucoup de richesses, il y a un royaume très, très puissant et très riche. Alors, il faut rappeler, et on le retrouve dans tous les textes des auteurs espagnols, des chroniqueurs de l'époque, il faut rappeler que le moteur de cette invasion, c'est essentiellement la recherche de richesse, la recherche d'or, d'argent. Et dans leurs écrits, cela apparaît de manière très, très, très claire. Quand ils apprennent qu'au Mexique, il y a un royaume très riche, ils organisent des expéditions pour s'emparer de ce royaume. Donc cela arrive déjà en 1519, donc avant l'invasion du Pérou. Donc l'Amérique du Sud, il y a deux parties, deux moments, si l'on veut, de l'invasion. La première partie, c'est sur la côte des Caraïbes, donc de l'actuelle Colombie, l'actuel Venezuela, une partie du Panama. Et puis, au Panama, ils découvrent le passage vers l'océan Pacifique, car les Européens ignoraient l'existence d'un océan Pacifique par là. Ils ne savaient pas que de ce côté-là, on pouvait arriver sur l'océan Pacifique. Donc, ils découvrent le Pacifique. Ils traversent le détroit de Panama et à partir de là, ils organisent des expéditions vers l'Amérique du Sud, vers la côte pacifique de l'Amérique du Sud. Donc, ils atteignent les côtes pacifiques de l'actuelle Colombie, l'Équateur et le Pérou, et plus tard le Chili. Donc, toute la partie ouest de l'Amérique du Sud, le littoral ouest de l'Amérique du Sud. Donc, le capitaine Garcilaso de la Vega, le père de l'Inca Garcilaso de la Vega, arrive au Pérou à la fin de 1534. Donc, c'est justement à ce moment-là, plus d'une décennie après l'invasion du Mexique et du pays des Mayas, et du pays des cultures qui occupaient les îles des Caraïbes. C'est donc à cette époque-là, fin des années 20, début des années 30 du XVIe siècle, qu'il débarque au Pérou. Et le père de Garcilaso fait partie de ces soldats. Il avait d'ailleurs déjà participé aux expéditions contre les Aztèques et contre les Mayas, en Amérique centrale et en Amérique du Nord. Quand il arrive au Pérou, il a 29 ans, 29-30 ans. Il est assez jeune. Et quand il arrive au Pérou, il faut savoir que la chute de Cusco avait eu lieu juste l'année précédente, 1533, et la capture du dernier empereur Inca, Atahualpa, par le chef des envahisseurs espagnols qui s'appelait Pizarro. Cette capture avait eu lieu 2 ans avant, 1532. 2 ans avant l'arrivée du capitaine Garcilaso au Pérou. Alors, les Espagnols étaient peu nombreux, mais ils avaient su jouer des rivalités entre diverses cultures, divers groupes, diverses communautés indiennes. Et ils ont forgé des alliances avec des groupes pour s'attaquer à l'empire Inca. Il faut savoir aussi que quand ils arrivent au Pérou, l'empire Inca, qui s'appelait le Tahuantinsuyo, dans la langue quechua, la langue des Incas. Tahuantinsuyo, ça veut dire 4 parties, 4 quartiers ou 4 régions. C'était les 4 régions de l'empire. En gros, c'est le sud, l'est, l'ouest et le nord. C'est un empire qui s'étendait sur 5000 kilomètres, qui allait de l'actuelle Colombie, du sud de l'actuelle Colombie, jusqu'au nord de l'actuel Chili, de l'actuelle Argentine. Donc plus de 5000 kilomètres
et plus d'1 million de kilomètres carrés de surface. C'est le plus grand empire dit indien, entre guillemets, du continent américain, surtout le continent américain. Donc, quand les Espagnols arrivent, une guerre civile venait d'avoir lieu entre deux frères rivaux, deux frères ennemis, Atahualpa et Huáscar. Les deux étaient le fils de l'empereur Huayna Capac, et ils se disputaient la succession au trône inca. Donc ils arrivent, les Espagnols, à un moment où l'Empire est très affaibli par cette guerre civile, cet affrontement entre les troupes d'Atahualpa, qui représentait aussi une région spécifique du Tahuantinsuyo, la région du Nord, aujourd'hui l'Équateur, Quito, et Huáscar, qui représentait plutôt Cusco, la capitale ancienne, historique de l'Empire, qui avait été créée, selon les recherches contemporaines. Les dates sont incertaines, mais on pense que c'est vers le XIVe siècle, entre le XIVe et le XVe siècle, que l'Empire Inca a été fondé. Donc, il y avait une guerre civile entre ces deux frères ennemis, et les Espagnols utilisent ces rivalités pour s'attaquer à Atahualpa et remporter de manière relativement facile la victoire, à la mesure où ils peuvent s'emparer de l'empereur, en fait, il lui tendent un guet-apens. Dans une ville qui s'appelle Cajamarca aujourd'hui, il demande une rançon pour sa libération, et l'Inca fait venir des vassaux de partout qui apportent de l'or, de l'argent, des quantités incroyables d'or et d'argent. Selon les chroniqueurs espagnols, cela remplissait une sorte de salle, une salle immense de Cajamarca, une salle immense qui était remplie d'or et d'argent. Donc ils s'emparent de tout ça, de la rançon, et ils exécutent quand même, ils tuent l'empereur Atahualpa. Alors les Incas, après ça, se réunifient en quelque sorte, ils oublient les différences et ils tentent d'organiser une résistance. Et le père de l'Inca Garcilaso arrive justement comme renfort. Quand il arrive en 1634, il fait partie des troupes qui sont envoyées du nord pour soutenir la lutte contre la résistance Inca à Cusco et dans la région de Cusco. Donc c'est un peu le contexte de cette présence espagnole au Pérou, de laquelle va naître de manière, c'est un effet imprévisible et heureux, va naître cette figure extraordinaire de l'histoire culturelle de l'Amérique latine, l'Inca Garcilaso de la Vega. On voit en tout cas qu'il y a un mode opératoire chez les Espagnols qui est assez rodé, hein, puisque alors je vous invite à aller voir sur Nota Bene, la chaîne YouTube, l'épisode que j'ai pu faire par exemple sur la Noche Triste et en gros l'arrivée de Cortés, tout ce qui va se passer avec l'empereur Moctezuma et tout. On voit qu'il y a quand même pas mal de similarités dans les modes opératoires entre les deux situations. Les Espagnols, c'était les seuls qui ont débarqué sur l'Amérique du Sud, ou il y avait d'autres puissances européennes qui convoitaient le gâteau aussi? Il y avait essentiellement le Portugal. Donc 2 ans après ce qu'on appelle la découverte, entre guillemets, de l'Amérique par Christophe Colomb, il y a un pape, le pape Alexandre VI, qui établit une bulle, c'est un document du pape, un document officiel, qui consacre le partage des nouvelles terres entre le Portugal et l'Espagne.
Ça s'appelle le traité de Tordesillas, un traité entre le Portugal et l'Espagne. Et donc, tout l'Est de l'Amérique, à partir de certains parallèles, donc ça correspond aujourd'hui au Brésil, essentiellement à ce qu'on appelle le Brésil. C'est pourquoi au Brésil, on parle le portugais. Donc, les Portugais occupent cette région et colonisent ce qui est aujourd'hui le Brésil. Et à l'ouest, c'est les Espagnols. Et c'est pourquoi, dans presque toute l'Amérique latine, à l'exception du Brésil, donc, la langue majoritaire est aujourd'hui l'espagnol, ou plutôt le castillan. En fait, l'expression la plus juste, c'est le castillan, parce que ce qu'on appelle l'espagnol en France, c'est en fait la langue de Castille. C'est l'une des régions de l'Espagne. Avant de revenir à Garcilaso et à son départ vers l'Espagne, c'est à travers quelle source qu'on a pu étudier cette période de la chute de l'Empire Inca et de l'invasion espagnole? Parce que moi, je sais que, alors j'ai pas travaillé sur les Incas, mais en ayant travaillé un peu sur les Aztèques, on est confronté à un truc, c'est qu'il y a surtout des sources espagnoles, quoi. Donc c'est compliqué d'avoir accès de l'autre côté, quoi. Oui, c'est essentiellement, tu as tout à fait raison, c'est comme pour le Mexique, ce sont essentiellement des sources espagnoles qui sont très variées, néanmoins. Il ne faudrait pas penser que tous les Espagnols qui écrivent sur ces événements-là et sur la colonisation ont le même point de vue. Bien sûr. Par rapport aux Indiens. Il y a des figures, par exemple, tout à fait remarquables dans l'histoire de l'époque. La figure de Bartolomé de las Casas, qui était un missionnaire dominicain qui a pris la défense des Indiens de manière très courageuse. Il a consacré presque toute sa vie à défendre les Indiens et il arrive même, c'est très osé, quand on pense au contexte de l'époque, il arrive même à mettre en question le droit des Espagnols, le droit entre guillemets des Espagnols à envahir ce continent. Il arrive même à légitimer la résistance armée des Indiens contre les Espagnols. Il dit que du point de vue du droit des gens, c'est du droit commun, du droit des peuples, il est tout à fait normal, naturel, de prendre les armes contre les Espagnols. Il le dit à cette époque-là, c'est remarquable. Inversement, il y a d'autres Espagnols qui entreprennent une politique culturelle de dévalorisation des cultures du continent. Politique culturelle de mépris. Donc, ils écrivent. Il y a notamment un vice-roi au Pérou, le vice-roi Toledo, qui rassemble toute une série d'écrivains espagnols. Il leur dit qu'il faut écrire sur les Incas, mais écrire d'une certaine manière. Alors, ce qu'ils écrivent, ces auteurs comme Sarmiento de Gamboa, par exemple, ce qu'ils écrivent sur les Incas, cela relève du mépris le plus abject, en quelque sorte. Non, ce sont des sauvages, des barbares, des gens qui sont coupables de toutes les atrocités possibles et imaginables. Donc, tout ça pour légitimer l'invasion espagnole, bien sûr. Parce que les Espagnols disent « Ah, nous apportons la civilisation, nous apportons les bonnes mœurs, nous apportons le christianisme, la vraie religion, etc. » Et donc, il y a cette politique de dévalorisation chez toute une série d'auteurs espagnols. Et justement, l'œuvre de l'Inca Garcilaso est une réaction, on en reviendra peut-être si on a le temps, est une réaction à ces écrits-là, à cette manière de présenter l'histoire. Mais avant de parler de l'Inca Garcilaso, pour finir la réponse à ta question, donc les sources, c'est essentiellement
des Espagnols, mais ils sont très variés. Comme je viens de le dire, il y a plusieurs points de vue. Le statut de ces Espagnols est aussi différent. Il y a des chroniqueurs, donc des gens qui écrivent des chroniques, c'est-à-dire des récits sur les événements qui sont en train d'arriver. Il y a des chroniques extrêmement intéressantes. Il y a des auteurs qui, à une époque où la science de l'histoire n'existait pas, en tout cas on ne pratiquait pas l'histoire comme on la pratique aujourd'hui, évidemment. Et déjà à cette époque, il y a certains chroniqueurs qui sont extrêmement rigoureux, qui prennent la peine de chercher à vérifier des informations ici ou là, qui diversifient les sources d'informations. Et d'autres, par contre, qui font des choses parfois par lui dire ou qui laissent courir leur imagination. Donc, c'est très diversifié. Il y a aussi, comme au Mexique, des écrivains indiens ou qui s'affirment indiens, comme l'Inca Garcilaso de la Vega, qui a été pendant plus de 3 siècles l'une des principales sources sur l'histoire de l'invasion. En dehors de l'Inca Garcilaso, il y a au Pérou une autre source très importante qui a été découverte finalement très récemment, au siècle dernier, car ses écrits sont restés dans l'oubli pendant toute la période coloniale. Il s'agit de Huamán Poma de Ayala. Donc c'est un métis aussi, mais qui s'affirme indien aussi, et qui écrit une lettre au roi d'Espagne pour dénoncer les atrocités dont il est témoin. Donc il fait appel à la clémence et à la sagesse du roi d'Espagne pour l'informer, pour lui dire voilà ce qui se passe ici, voilà ce que font vos fonctionnaires, vos soldats, vos prêtres ici, chez nous, dans nos pays. Donc, ce livre de Huamán Poma, qui est assorti de centaines de dessins très célèbres qu'on voit un peu partout. J'en ai ici, je peux en montrer un, qui a été utilisé pour la couverture de l'édition espagnole de mon livre. Donc voilà un des dessins, la reproduction d'un des dessins de Huamán Poma de Ayala. Alors Huamán Poma de Ayala est une source extrêmement importante d'informations. Donc il y a, comme tu vois, il y a aussi quelques sources indiennes, ou proches des Indiens en tout cas, des sources espagnoles très variées. Et puis, il y a aussi des données qui vont ensuite être confirmées d'une manière ou d'une autre, au moins indirecte, par l'archéologie contemporaine. Ça, c'est très contemporain, bien sûr. Alors, on a dans le chat quelques personnes qui réagissent en disant mais du coup la controverse de Valladolid là-dedans, en gros c'est la controverse de Valladolid, c'est pile au milieu du XVIe siècle, donc on est vraiment dans cette période, hein, on est en plein milieu. Voilà. Oui. Pour en revenir à Garcilaso, du coup, donc tu nous disais une mère inca qui est expulsée de son logement par son père espagnol, lui se retrouve du coup sans sa mère, du coup avec son père chez son père. Qu'est-ce qui se passe pour lui à partir de ce moment-là en fait? Qu'est-ce qui va le pousser à quitter l'Amérique et quand est-ce qu'il va le faire? Donc il va rester dans la maison paternelle, comme je te dis, après ce cataclysme qui est en quelque sorte l'expulsion de sa mère, du foyer. Il reste à cette maison et sa vie à cette époque-là va être très marquée par la violence entre les Espagnols eux-mêmes, car il y a des violences inouïes entre les Espagnols pour le partage du butin, pour aller vite. Notamment, dans la jeunesse de l'Inca Garcilaso, il y a une guerre entre pizaristes, les partisans de Pizarro, que j'ai mentionné tout à l'heure, et les partisans de Almagro, les almagristes.
Donc il y aura une lutte terrible, ils se massacrent entre eux. À un moment donné, quand l'Inca Garcilaso est enfant, sa maison, la maison de son père, donc à Cusco, l'ancienne capitale des Incas, sa maison va être bombardée par un groupe espagnol rival, ennemi du groupe auquel appartenait le père de Garcilaso. Bon, on va pas entrer dans ces questions, mais c'est juste pour évoquer l'ambiance d'instabilité politique, de violence, d'insécurité qui a marqué l'enfance et la jeunesse de l'Inca Garcilaso. Et donc une double violence, ça, ce n'est pas seulement la violence perpétrée contre les groupes Inca, et notamment la résistance Inca, qui demeure, qui va demeurer jusqu'à 1572 au moins, d'une manière extrêmement active et importante, mais aussi la violence entre les Espagnols. Donc à cette époque, il ne fait pas d'études pratiquement. Son père, de temps en temps, lui trouve un précepteur espagnol, qui lui apprend un peu le béaba, les premières lettres de l'espagnol. Mais en fait, sa langue maternelle, c'est le quechua, c'est la langue de sa mère. Et d'après certains témoignages, il semble qu'à cette époque, il parlait l'espagnol de manière assez approximative. Ce qui est encore plus remarquable quand on pense que quelques années après, avec le temps, il va devenir l'un des plus grands écrivains en langue castillane du siècle d'or. Il faut savoir que l'Inca Garcilaso est surtout connu dans l'histoire culturelle comme un auteur, comme un écrivain qui maîtrise la langue, l'espagnol, d'une manière extrêmement subtile et qui utilise un espagnol très, très beau. C'est vrai que lire en espagnol les commentaires royaux, c'est un plaisir. Et il faut savoir donc qu'au départ, cet enfant n'était pas du tout hispanophone. Sa langue maternelle était donc le quechua. Donc, il vit dans ce milieu paternel marqué par l'insécurité jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire jusqu'à 1560. L'année d'avant, son père est décédé. Mais son père lui laisse quand même une petite somme d'argent avec l'idée que cet enfant pourra ensuite se rendre en Espagne, faire des études. Apparemment, c'est pour qu'il puisse se former, faire des études dans des universités espagnoles. C'était, semble-t-il, la volonté du capitaine avant de mourir. Donc l'Inca reçoit cet argent et il voyage. Donc l'année d'après, il voyage en Espagne. On ne sait pas très bien quels étaient ces mobiles. Apparemment, ce n'était pas pour étudier. Il ne reste aucun témoignage, aucune trace d'aucune démarche entreprise par l'Inca Garcilaso pour étudier dans une université en Espagne. Par contre, quand il arrive en Espagne, il consacre ses 3 premières années à faire des démarches auprès du Conseil des Indes pour obtenir un subside ou une compensation ou peut-être une prébende, une pension, on pourrait dire simplement, une pension de l'État espagnol comme reconnaissance à la fois des services rendus par son père à la couronne espagnole, puisqu'il a participé à l'invasion du continent, et aussi pour obtenir la restitution des terres qui appartenaient à sa mère et dont les Espagnols s'étaient emparés de manière illégale, surtout après la mort de son père. Avant la mort, il y avait des pressions pour s'emparer de certaines terres.
Donc, il fait des démarches pendant 3 ans et ça ne fonctionne pas. Il n'a aucun résultat. Et d'ailleurs, les raisons qu'on lui donne, qu'on laisse entendre, les raisons des fonctionnaires qui lui disent non, finalement, sont assez intéressantes. Il y a un officier espagnol qui lui dit « Mais vous osez, parce que pour défendre la loyauté de son père auprès du Conseil des Indes, il évoque un peu l'histoire de son père, la biographie de son père au Pérou. Et ce fonctionnaire espagnol lui dit « Mais est-ce que vous prétendez connaître l'histoire mieux que les historiens ? Car il y a d'autres historiens, d'autres chroniqueurs espagnols qui ont fait le récit de l'invasion espagnole d'une autre manière, un récit dans lequel le père de l'Inca Garcilaso apparaît comme un personnage déloyal par rapport à la couronne. Comment osez-vous, lui dit-on, contredire un historien ? Donc c'est quelque chose qui va marquer profondément l'Inca Garcilaso et c'est peut-être là une des clés qui nous permet de comprendre pourquoi, un peu plus tard, il va justement s'adonner à l'écriture de l'histoire. Pourquoi écrire l'histoire ? Il s'agira d'écrire une autre histoire, et pour des multiples raisons. Donc, il se rend en Espagne. Ses démarches sont vaines, il n'obtient rien. Il essaye de s'engager dans l'armée, il s'engage en fait comme soldat chez Juan d'Autriche. Il tente de se faire reconnaître comme soldat. Là aussi, il n'obtient rien du tout. Donc, on ne sait pas toujours, il va se plaindre de ce manque de reconnaissance. Alors qu'il a participé à des actions de guerre et tout ça en Espagne à ce moment-là. Il y a peut-être quelque chose qui est lié à son statut d'Indien, entre guillemets, qui a pu jouer. En tout cas, à un moment donné, il décide de se retirer de ce monde-là, de ne pas chercher la reconnaissance publique, officielle, les honneurs, tout ça. Sa famille paternelle aussi ne semble pas trop l'estimer, à l'exception d'un oncle. Il y a un oncle, Alonso de Vargas, qui le reçoit chez lui à Montilla. Et quand l'Inca Garcilaso, le futur Inca Garcilaso, décide de tout abandonner, de se retirer du monde, comme on disait à l'époque, il va à Montilla, un petit village en Andalousie qu'on peut visiter aujourd'hui. Il y a encore la maison de l'Inca Garcilaso qu'on peut aller visiter, c'est un musée. Et dans ce petit village, qui est fameux aussi par son vin, le vin de Montilla, dans ce petit village, il utilise une expression très, très belle. En espagnol, il dit « me hice estudiante ». Je me suis fait étudiant. C'est-à-dire, je me suis mis à étudier. C'est donc un autodidacte, effectivement. Il se forme tout seul. Il va acquérir petit à petit une bibliothèque extrêmement importante qu'on va trouver après sa mort. Il a laissé dans son testament la liste de tous ses ouvrages. Il y a des historiens aujourd'hui qui connaissent bien ce qu'il y avait dans sa bibliothèque. Il y a de tout. Il y a beaucoup de philosophie, notamment. Il y a des histoires aussi, beaucoup d'histoires. Il y a aussi des livres sur la religion, sur des ouvrages de théologie, des ouvrages sur la magie, sur les hérésies condamnées en Espagne
À l'époque, il s'intéressait beaucoup aux hérésies, ce qu'on appelait les hérétiques, ceux qui pensaient autrement. Donc, il y a plein de choses dans sa bibliothèque. Donc, il se forme. Il fait la rencontre de professeurs, des professeurs de philosophie, de théologie notamment, qui l'aident. À un moment donné de sa vie, il lui apporte son aide. Il se forme petit à petit. Et ce travail a un premier aboutissement en 1590. Il s'agit de la traduction que fait l'Inca Garcilaso, la traduction d'un ouvrage important de philosophie de l'époque. Il s'agit des dialogues d'amour, un ouvrage important de Léon l'Hébreu, qui était un philosophe de la Renaissance, néo-platonicien. L'Inca Garcilaso traduit du latin en espagnol, en castillan, les dialogues d'amour. Et il faut savoir que pour traduire cet ouvrage, comme en général pour traduire la philosophie, aujourd'hui encore, il faut quand même une certaine formation philosophique. Quand on n'est pas philosophe et on se met à traduire de la philosophie, on peut arriver à des choses assez curieuses. Aujourd'hui encore, on le constate actuellement. Donc lui, il a traduit cet ouvrage au castillan et c'est une traduction qui fait autorité aujourd'hui encore. Alors on peut se demander pourquoi il choisit de traduire cet ouvrage. Et pourquoi son premier travail d'écriture, c'est ce livre-là. Bon, dans mon livre, le communalisme mondain, bon gouvernement, en français, j'essaye de développer ce point. J'essaie d'expliquer pourquoi ce choix. De mon point de vue, ce n'est pas du tout un choix arbitraire. Il y a des raisons fondamentales. Alors, on ne va pas entrer dans ces questions-là, ça nous prendrait beaucoup de temps, mais juste une ou deux pistes. Par exemple, il y a chez Léon l'Hébreu, comme dans toute une pensée néoplatonicienne, un discours sur le soleil, sur la divinité du soleil, sur le caractère divin du soleil. Il y a toute une pensée mythique dans ce néoplatonisme qui a des racines donc de ce continent, de l'Europe. Et il y a là des correspondances évidentes entre le statut divin du soleil dans la pensée inca. Chez les Incas, le soleil, c'est effectivement une entité sacrée et divine. Donc voilà un point de correspondance. Autre chose importante, par exemple, dans ce livre, il y a une revendication du mythe, de l'importance du mythe comme figure de la pensée, comme une manière de penser. Donc contre tout un héritage de type grec platonicien qui a plutôt tendance à mépriser le mythe, quoique ça peut être aussi assez complexe, assez contradictoire, y compris chez Platon lui-même. Mais il y a quand même un héritage qui oppose la philosophie au mythe, et donc la vérité à ce qui n'est qu'apparence. Alors, contre tout cet héritage, le néoplatonisme européen, notamment Léon l'Hébreu, revendique la figure du mythe. Il dit que le mythe est une manière de penser et d'être rationnel. Donc le mythe, c'est pas de l'irrationnel. Donc voilà quelque chose qui pouvait aussi marquer l'esprit et qui pouvait susciter un intérêt chez l'Inca Garcilaso. Et puis il y a aussi d'autres correspondances. Il y a des figures mythiques justement qui ont des correspondances dans la pensée mythique, dite mythique des Incas. Donc andine, disons plutôt, c'est plus juste, de la pensée andine et certains versants de la pensée mythique, notamment dans le versant néoplatonicien en Europe.
Donc l'Inca Garcilaso, il trouve des correspondances. Donc dans mon livre, j'essaye de montrer, d'argumenter et de m'appuyer sur des faits pour étayer cette idée. Donc c'est son premier livre. Quelques années après, il publie un autre livre qui est déjà un livre d'histoire, qui est connu sous le titre « La Floride de l'Inca ». Et dans le titre, il y a déjà cette expression, « La Floride de l'Inca ». Les titres à l'époque, c'était assez curieux. Bon, c'était des titres fleuves. Par exemple, le titre complet de Commentaires royaux, si je le dis ici, maintenant, ça prendrait peut-être la moitié de l'émission. Donc, je m'abstiens de dire le titre complet des Commentaires royaux. Donc, dans le titre de La Floride, il y a cette description, la Floride de l'Inca. La Floride telle qu'elle est racontée par l'Inca. Petite parenthèse avant de parler de la Floride. Quand il a publié la traduction des dialogues d'amour, quelques années auparavant, nous trouvons la première manifestation publique, le premier usage public du nom Garcilaso Inca de la Vega. C'est-à-dire, il se renomme. Il se revendique. Il se renomme, il se revendique, il se donne un nom, et pas n'importe quel nom, il se donne un nom Inca. Dans un acte public, car publier, c'est quand même un acte public. On s'adresse à des gens et on intervient dans un débat public, on intervient dans la vie publique, dans la vie des idées publiques. Et donc, dans ce contexte-là, il se nomme Garcilaso Inca de la Vega, dans cet ordre-là, au départ. D'abord Garcilaso, ensuite Inca, ensuite de la Vega. Donc, le nom du père est un nom Inca, le nom des Incas. Quand il publie, quelques années après, la Floride, on retrouve la même chose, mais inversée. Là, pour la première fois, nous retrouvons son nom, le nom avec lequel il est connu dans l'histoire, le nom qu'il s'est donné lui-même, car c'est une des particularités de sa biographique, c'est le fait de se nommer. Il se nomme. Tu sais, au départ, il s'appelait... Il s'extrait des Indiens, en fait. Ouais. Il s'appelait Gonzalo Gómez Suárez de Figueroa. Il s'appelait comme ça. Gómez Suárez de Figueroa. C'est le nom d'un ancêtre espagnol. Et c'est comme ça qu'il a été baptisé. C'est son nom de baptême. Donc, ça n'a rien à voir avec l'Inca Garcilaso de la Vega. Et ça n'a rien à voir parce qu'il s'est choisi lui-même Inca. Et il l'exprime dans ses interventions publiques. Et de ce fait, déjà dans le fait de se nommer, on trouve de la résistance, un acte politique de résistance culturelle, mais pas seulement culturelle, hein, on le verra peut-être si on a le temps. Donc, dans le deuxième livre, l'Inca Garcilaso de la Vega. Donc, ce qui était avant comme quelque chose d'annexe devient l'élément premier. Il est d'abord l'Inca. Et ensuite, comme annexe, et comme particularité annexe, il y a des éléments espagnols, Garcilaso de la Vega. Mais d'abord, c'est l'Inca. Donc, il y a là tout un travail de construction de sa propre identité. Il se construit. Là, c'est aussi quelque chose de remarquable. C'est aussi une des raisons qui m'a poussé à m'intéresser à ce personnage. C'est que là, il est extrêmement contemporain. À l'époque, effectivement, on pensait que l'identité se définissait de manière pratiquement naturelle, mécanique. Si le père est espagnol et la mère est indienne, eh bien, le résultat, c'est un métis. Identité métisse.
Eh bien, lui, contre toute cette manière installée de penser, il se revendique indien, dit « je suis indien ». Et toute son œuvre, et notamment les commentaires royaux, sont truffés presque à chaque page de cette revendication d'indianité. Je suis indien. Il y a un seul contexte où il dit « je suis métis », mais c'est un contexte polémique où il doit défendre ce qu'il y a d'indien dans la condition du métis. Alors, depuis tout à l'heure, on parle des commentaires royaux et on a évoqué au tout départ, au tout début de son entretien, qu'effectivement, c'est un peu l'œuvre là qui a circulé jusqu'en Europe et qui est connue encore 4 siècles plus tard. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces commentaires royaux, de ces éditions, de ce qu'ils contiennent aussi ? Oui, donc c'est son ouvrage le plus important, son ouvrage majeur, plus important que la Floride, bien sûr. La Floride qui est un récit indirect des expéditions des Espagnols dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Floride, aux États-Unis. Son ouvrage le plus important, c'est les commentaires royaux qui parlent du Pérou, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Pérou. Il faut savoir que les Incas ne connaissaient pas le Pérou. Le nom n'est pas un nom quechua, le nom Pérou. Donc, les commentaires royaux parlent de ce qu'on appelle aujourd'hui le Pérou. Alors, dans l'esprit de l'Inca, il devait y avoir deux parties. Première partie des commentaires royaux et deuxième partie. La première partie devait être consacrée à l'histoire des Incas, le Tawantinsuyo. D'où venait le Tawantinsuyo? Quels étaient qui étaient les Incas? Comment ils vivaient? Quelles étaient leurs croyances? Quelle était leur manière de vivre, de s'organiser socialement? Quel était leur système économique et leur système social? Donc, ça, c'est le thème de la première partie. Dans tout ça, les Incas avant l'arrivée des Espagnols, ou jusqu'à l'arrivée plutôt des Espagnols. Ça, c'est la première partie. Dans l'esprit de l'Inca, il devait y avoir une deuxième partie sur, justement, l'invasion des Espagnols. Donc, il raconte aussi l'invasion. Quels étaient ces personnages, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. L'Inca Garcilaso, de son vivant, a pu voir l'édition de la première partie des commentaires royaux, donc sur le Pérou des Incas, qui est parue en 1609. Elle a été éditée à Lisbonne, en Castillan. Et puis, un an après sa mort, il est mort en 1616, un an après sa mort, l'éditeur publie la deuxième partie, consacrée donc à l'invasion, sous un autre titre. Ce n'est pas Commentaires royaux deuxième partie. L'éditeur lui a donné le titre Histoire générale du Pérou. Cette histoire générale du Pérou est consacrée donc à la deuxième partie des commentaires royaux. Alors, une des choses que je développe aussi dans cette recherche concerne l'organisation de l'ouvrage en deux parties. Ce serait long à argumenter, mais là aussi, on peut dire un mot rapidement. Disons que le lecteur, n'importe quel lecteur, le lecteur même qui ne connaît rien à cette histoire, le lecteur curieux simplement, qui désire s'informer, ce lecteur-là, qui lit la première partie des commentaires et qui lit ensuite la deuxième partie des commentaires, va éprouver une impression assez curieuse. Quand on lit la première partie, on a un récit qui, politiquement, dit quelque chose d'extrêmement positif.
le bon gouvernement des Incas. Donc toute l'histoire, cette première partie, est une description de ce que l'Inca Garcilaso et, faut le dire aussi, certains Espagnols à l'époque appelaient le bon gouvernement des Incas. Quand le lecteur lit la deuxième partie, bon, il aura peut-être besoin de se lever, de marcher un peu, de boire une tisane ou quelque chose, car dans cette deuxième partie qui porte sur l'invasion, il y a une succession de récits d'une extrême violence qui décrit les violences à la fois perpétrées par les Espagnols contre les populations dites indiennes, mais aussi les violences inouïes entre les Espagnols eux-mêmes. Comment ils se disputent le butin, le pouvoir, avec des méthodes inimaginables. Donc, ce qui fait que ce récit est vertigineux, mais de violence. On passe d'une histoire dingue, du point de vue de la violence, et on passe au départ, première partie, d'un récit sur le bon gouvernement, sur une société plutôt qui fonctionne bien, à une période où il n'y a que de l'instabilité et des luttes de toutes sortes et des crimes de toutes sortes. Donc, je pense que ces deux parties n'ont pas été organisées de manière arbitraire. Je pense qu'il y a une intention. Il s'agit d'établir chez le lecteur un contraste. Et il réussit à le faire. Donc, comme écrivain, effectivement, il a des capacités assez remarquables. Il montre dans l'économie même de l'ouvrage, de la manière de concevoir, d'organiser les deux parties de l'ouvrage, il dit ce qu'il veut dire, ce qui est quelque chose déjà d'assez remarquable. Alors, dans ce livre, cet ouvrage, la première partie, je vais parler surtout de la première partie. Dans cette première partie, il comprend 9 livres. Il y a un livre en particulier, c'est le livre 5, le 5e livre, qui comprend 29 chapitres, qui parle sur ce que l'auteur appelle les coutumes, les lois et le gouvernement des Incas. Autrement dit, il est question de la manière de gouverner, mais aussi de la manière de s'organiser socialement et politiquement et économiquement. Comment fonctionne de fait cette société inca. Donc c'est ça le thème du 5e livre. Alors dans ce 5e livre, l'auteur, l'Inca Garcilaso, décrit ce bon gouvernement comme un modèle de ce qu'il appelle philosophie morale. À l'époque, il y a 5 siècles, 4 siècles, il y avait une division classique de la philosophie. Il y avait la philosophie morale et la philosophie naturelle, celle qui s'intéressait à la nature, aux phénomènes naturels. Et puis la philosophie morale qui s'occupait du politique, de la morale, du droit, tout ça. Bien, pour lui, c'est un modèle de philosophie morale, c'est l'expression qu'il emploie, le gouvernement des Incas. Autrement dit, ce qu'il écrit a une dimension éthique qui, pour l'auteur, a un double sens qu'on peut indiquer aussi très rapidement. Premier sens, il s'agit de revendiquer, de corriger, dans son intention, c'est pas tellement revendiquer, c'est plutôt corriger, mais de fait il revendique, corriger l'image négative construite par des chroniqueurs espagnols sur le monde inca. Les Incas sont des sauvages, des barbares qui ne savaient rien, etc. Donc,
Ça, c'est une intention politique. Donc, c'est le premier sens de ce livre. Il dit, voilà ce qu'étaient les Incas, voilà ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient réussi à construire avant l'arrivée des Espagnols. Deuxième sens politique, et là c'est extrêmement intéressant, et c'est ça qui permet de comprendre aussi la suite, c'est-à-dire l'histoire incroyable de ce livre à travers le temps. Le deuxième sens, c'est un sens politique, actuel et, je dirais, universel. Autrement dit, ce qui présente comme type de société, comme type de bon gouvernement mis en œuvre par les Incas, est en fait pour lui un modèle de société à l'échelle de l'humanité. Toute société bien organisée, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit sur la planète, doit s'inspirer du modèle du bon gouvernement. Et alors justement, quel est-il ce bon gouvernement? Est-ce que concrètement tu peux nous expliquer comment ça fonctionnait l'Empire Inca d'après Inca Garcilaso? Alors il donne pas mal de détails dans ce livre 5. Il s'appuie en particulier sur une technique perdue, aujourd'hui perdue, d'un autre, de quelqu'un qui est connu comme un métis, un chroniqueur métis, Blas Valera, qui était un jésuite par ailleurs, qui a écrit beaucoup sur le bon gouvernement des Incas. Mais ces écrits ont été brûlés pendant le siège de Cadix par les Anglais. Donc les Anglais qui faisaient la guerre avec les Espagnols. Et les papiers de Blas Valera qui se trouvaient à Cadix à l'époque ont disparu. Donc les jésuites ont pu seulement sauver quelques papiers que l'Inca Garcilaso appelle les papiers déchirés, papeles rotos. Il a récupéré ces papiers déchirés et il s'en est servi. Et il est d'ailleurs d'une manière très rigoureuse, très honnête, parce qu'il aurait pu dire « Ah non, ça c'est mon récit ». Il s'appuie sur Blas Valera et il dit cela a été écrit par le jésuite Blas Valera. Donc il y a toute une série d'éléments qui viennent de Valera, mais aussi d'autres chroniqueurs espagnols qui ont remarqué certaines choses, qui ont observé et qui ont essayé de dire objectivement certaines choses. Et dans cette description, on peut souligner notamment 5 lois. L'expression n'est pas du tout une expression inca, c'est une expression qui vient de Blas Valera lui-même et que l'Inca Garcilaso reprend tel quel. Il dit, voici ce que Blas Valera nommait la loi agraire des Incas. Voici ce qu'il nommait la loi de fraternité. Voici ce qu'il nommait la loi commune, etc. Donc il y a 4 lois, notamment, qui sont tout à fait remarquables. La première, la loi agraire, concerne surtout une unité économique et sociale fondamentale de la société inca et des sociétés andines en général. Ça, c'est pas seulement inca. Même les sociétés andines étaient inca, avant les Incas. Une unité économique et sociale fondamentale qui, en quechua, est nommée le ayllu, qu'on traduit habituellement en espagnol comme comunidad, et en français comme communauté, la communauté. Alors la communauté, c'est un groupe de parenté, des familles liées par des liens de parenté réels ou imaginaires ou mythiques, et qui partagent un territoire commun, qui comprend donc une série de ressources de toutes sortes, des ressources hydrauliques, des forêts, des terres cultivables, etc. Donc le ayllu possède
ce territoire et ils le possèdent de manière communale. Il n'y a pas de propriété privée. Chez les Incas, il n'y avait pas de propriété privée. C'était la propriété communale. Chaque famille membre de la communauté, de l'Aïu, recevait chaque année, c'est pour ça que ça s'appelle loi agraire, recevait chaque année un lot de terre pour cultiver et pour pouvoir vivre conformément à ses besoins. Le lot de terre qui était assigné à chaque famille correspondait aux besoins de la famille. Plus la famille était nombreuse, plus la terre qui lui était allouée à titre d'usufruit, c'était pas comme propriété privée. Je répète, il n'y avait pas de propriété privée chez les Incas. C'était en usufruit. La communauté donnait un usufruit à chaque famille la terre dont elle avait besoin pour pouvoir vivre dignement. Donc cela se faisait chaque année. La terre se redistribuait. Pour le faire, dans les cultures andines, notamment les Incas, avaient inventé une unité de mesure de la terre qui est très différente des mètres carrés ou des hectares ou qui sont des unités géométriques et purement abstraites. Ils avaient inventé une unité de mesure de la terre qui intègre l'être humain dans la mesure. Ça s'appelait le tupu. L'Inca Garcilaso décrit le tupu. Alors, le tupu correspond à la surface de terre nécessaire au maintien de la vie d'une personne ou d'un couple de personnes. Ça, c'est un tupu. On doit intégrer évidemment la qualité de la terre et le type de terre, notamment dans les Andes, sur la cordillère des Andes, où il y a des paliers avec des climats extrêmement divers, selon l'altitude. Donc, dans la cordillère des Andes, il y a au niveau inférieur, il y a des terres chaudes, des terres tempérées, donc un climat plutôt tiède, l'éternel printemps. Et plus on remonte, à partir de 1500 mètres, 1800 mètres, ça devient froid, donc il y a un autre type de culture. Ensuite, à 3000, 4000 mètres d'altitude, bon, c'est autre chose encore. Donc, ils assuraient à chaque famille l'accès à des paliers écologiques différents, selon les besoins de la famille. Donc, ils avaient inventé cette unité de mesure qui intègre l'humain, c'est-à-dire les besoins de l'humain, pour le calcul de la surface de la Terre, ou la superficie nécessaire au maintien d'une famille. Et bien sûr, avec les enfants, la famille recevait d'autres parts de tupu ou de demi-tupu. Donc ça, c'était la loi agraire. Une autre loi qui a suscité aussi l'admiration de certains Espagnols, c'est ce que l'Inca, après Valera, appelle la loi de fraternité, qui se joue également au niveau de l'Aïu. La loi de fraternité établit un système d'entraide, tout simplement. D'entraide entre les familles. C'est un système fait en économie, notamment à partir des travaux de Polanyi, de Karl Polanyi. C'est connu comme la réciprocité, le système économique de la réciprocité. Donc les familles s'entraident à tour de rôle dans la communauté pour les travaux de la terre, mais aussi pour d'autres tâches nécessaires à la vie, comme construire une maison, l'irrigation, etc. Il y avait une autre loi qu'on appelait la loi commune, la loi, en quelque sorte, la loi pour tous, la loi universelle, on pourrait dire. C'était la loi qui
déterminer quelles étaient les conditions de la participation de chacun à l'effort collectif pour maintenir ce que Link appelle les choses de la République. La République au sens ancien, la chose publique, l'État, si l'on veut. L'État. Chacun doit participer aux choses publiques. Chacun doit participer, par exemple, à la construction de chaussées, à la construction de chemins. En parenthèse, notons que dans le Tawantinsuyu, il y avait un système de communication incroyable. Il y avait plus de 6000 kilomètres, un réseau de 6000 kilomètres de voies, de chemins construits par les Incas. Donc, cela ne tombe pas du ciel, il faut le construire. Donc, il faut un effort collectif, il faut que les gens participent. Il y a aussi, par exemple, comme chose publique, il y avait le système des dépôts ou des magasins publics, dépôts publics ou magasins publics. C'est-à-dire des sortes de hangars où on stockait des biens. Ça peut être des produits alimentaires, des choses à manger ou des vêtements. Enfin, des choses nécessaires à la vie. Donc, il y avait des dépôts. Une partie de ces dépôts était distribuée aux gens. On va le voir un instant, en fonction de leurs besoins aussi, en fonction des époques. Donc, il fallait participer à tout ça. Et la loi commune établissait un système de roulement pour que chaque personne et chaque groupe, chaque communauté ou chaque groupe dans la communauté, à tour de rôle, participe à ces corvées, entre guillemets, c'est-à-dire à ces tâches communes, de manière à distribuer le travail d'une manière équitable, de manière à ce que tout le monde ne soit pas occupé tout le temps à s'occuper des choses communes. Mais cela se faisait à tour de rôle. C'est le système de la mita qui existe aujourd'hui encore, à des niveaux différents, bien sûr, dans certaines pratiques sociales et communautaires dans la région andine. Une autre loi, la dernière qu'on peut évoquer, c'est la loi, que Link appelle loi en faveur des pauvres. En gros, c'est un système de protection sociale. C'est une loi qui associe les deux lois précédentes, qui associe la loi de fraternité et la loi commune. Par exemple, associer les magasins publics qui appartiennent au domaine de l'État, les dépôts publics de type étatique, et les dépôts publics aussi, mais de type communal, qui sont construits par la communauté, par le Aïu. Cette loi prescrit aussi aux membres de l'Aïu de apporter son soutien, donc son travail, un travail physique, pour les handicapés, pour les orphelins, pour les veuves, pour les personnes qui n'ont pas la capacité de travailler ou de gagner leur vie avec leur travail. Les malades, les personnes âgées, etc. Donc c'est tout un système de protection sociale pour les personnes âgées, les malades, les handicapés, les orphelins, etc., qui permet à ces gens donc de vivre, de manger, d'avoir une vie digne. Donc il existe un système de protection sociale. Et on voit les Espagnols aussi qui sont émerveillés parce qu'ils comparent avec ce qu'ils voient chez eux à l'époque en Espagne ou en Europe. Ils voient que les choses ici sont extrêmement différentes. On aura peut-être l'occasion d'en parler maintenant. Donc, en gros, ce sont quelques-unes des mesures de type économique et social qui ont marqué l'imaginaire politique au-delà du continent américain. Donc ça a eu un impact très fort en Europe, en Espagne et bien sûr en France.
Mais alors, ce que tu nous décris là, honnêtement, alors moi je n'étais pas au courant de tout ça, mais on dirait une sorte de d'utopie communiste. Alors d'une part, est-ce que le comparatif peut être fait, et d'autre part, est-ce que c'était réellement comme ça? On a quelqu'un dans le chat qui nous dit par exemple, mais ils n'étaient pas pratiquants de sacrifices rituels. Est-ce que ça peut être compatible avec ce genre de société? En fait, là, ce dont on vient de parler, c'est du système de redistribution sociale et économique. Donc, on ne parle pas de la société Inca comme telle. Donc, il n'y a pas de jugement en général sur les Incas. Il s'agit de cet aspect-là de la société des Incas. Donc, comment ils s'arrangeaient pour arriver à un système de redistribution des biens produits socialement qui soit un minimum équitable, ou en tout cas qui permette aux gens, à tout le monde, de manière universelle, sans distinction, de vivre d'une manière humaine, digne, de ne pas crever dans les rues de froid ou de faim, etc. Donc, alors, est-ce que c'est réel ou imaginaire? Ou plutôt, pour poser la question de manière plus générale, qu'est-ce qu'il y a de réel et d'imaginaire dans ce récit de l'Inca Garcilaso? Alors aujourd'hui, à notre époque, on peut dire que, pour aller vite, il y a du réel et il y a de l'imaginaire. Autrement dit, il y a des choses qui sont idéalisées et qui ne correspondent pas à des choses réelles, en fait, qu'on a pu établir historiquement. Et il y a d'autres choses qui, au contraire, ont pu être établies historiquement et sur lesquelles il y a aujourd'hui un consensus entre la généralité des historiens dans le monde, des spécialistes de ces sociétés andines. Alors, sur cette question-là du réel et de l'imaginaire, en gros, ce qui est imaginaire et qui, de mon point de vue personnel aussi, est problématique de tous les points de vue, c'est notamment la distinction radicale qu'établit l'auteur, Inca Garcilaso, entre les Incas et les peuples pré-Incas ou non-Incas. Dans le récit mythique sur l'origine des Incas, l'Inca Garcilaso dit que finalement ce sont les Incas qui ont appris tout ça, c'est tout le système par exemple redistributif que j'ai décrit à l'instant. Tout cela, c'est l'œuvre des Incas, et notamment des Incas au sens restreint du terme. Il faut savoir que le mot Inca, utilisé au pluriel, désigne un peuple, les Incas, et utilisé au singulier avec un majuscule, toujours, l'Inca, désigne le roi, l'empereur, le souverain, plus justement. Donc, dans le récit de l'Inca, Garcilaso, tout vient des Incas et en particulier de l'Inca. Et les peuples andins qui étaient là avant les Incas étaient des barbares qui ne savaient rien. Donc ça, c'est une contre-vérité historique, évidemment. Ce n'est pas comme ça, au contraire. Les Incas sont des héritiers. Et tout ce que les Incas ont pu construire comme système communal basé sur des modes de redistribution extrêmement avancés pour l'époque, tout ce qu'ils ont pu construire à ce sujet-là n'est qu'une réappropriation de pratiques très anciennes, voire millénaires, dans les Andes. Il y avait de très anciennes cultures, la culture Tiahuanaco, la culture Wari, la culture Mochica, plein d'autres cultures qui n'étaient pas du tout des sauvages ou des barbares, comme dit l'auteur, et qui ont transmis leur savoir
aux Incas. Une autre part d'imaginaire, c'est l'État, l'importance que l'Inca attribue à l'Inca, au souverain. Donc pour lui, tout vient du souverain. C'est le souverain qui, depuis les origines, a eu des idées fantastiques, qui était un sage, un dépôt de justice, et qui a tout inventé ex nihilo. Et il a civilisé, il a établi ses lois de fraternité, en faveur de pauvres, etc. Eh bien, là aussi, c'est une erreur fondamentale, ce n'est pas une vérité historique. Ces pratiques-là sont des pratiques communales. C'est pas l'État, c'est pas les Incas, l'État Inca qui a inventé ces choses-là. Ce sont des pratiques andines millénaires. Donc ça fait partie des choses à corriger. Par contre, tout ce qui concerne les systèmes de redistribution, tout le champ couvert par les 4 lois, entre guillemets, que je viens d'évoquer, l'existence des magasins publics, le système de redistribution annuel, tout cela, c'est aujourd'hui reconnu comme faisant partie de l'organisation sociale et économique des Incas. Ce n'est pas du tout une fabulation, comme on a pu le prétendre. Certains auteurs, peut-être idéologiquement intéressés, qui ont prétendu que c'était une pure fiction, qu'il n'y a rien de vrai dans cette histoire-là. Aujourd'hui, il y a un consensus. Alors, sur ta question initiale sur l'utopie, là, on entre dans un domaine extrêmement intéressant qui ouvre peut-être la dernière partie de l'entretien, je ne sais pas. C'est le rapport, par exemple, juste pour donner un exemple, entre l'utopie, puisque tu évoques ce nom, entre l'utopie de Thomas More, cet auteur anglais, qui a publié cet ouvrage fameux, l'Utopie, en 1516, donc bien avant la naissance de l'Inca Garcilaso. Le rapport entre l'utopie de More et les commentaires royaux de l'Inca Garcilaso. Il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'il y aura d'autres découvertes d'ici quelques années. Tout ça, c'est un chantier extrêmement ouvert. Mais dans l'état de nos connaissances actuelles, il n'y a pas de manière qui nous permette d'affirmer que l'Inca Garcilaso avait lu Thomas More. Il connaissait l'utopie de Thomas More. Il n'y a pas de preuves, si on veut, formelles, des éléments d'information suffisants. Par contre, il y a de très fortes présomptions. On trouve toute une série d'éléments dans la manière de décrire certaines choses qu'on trouve dans les commentaires royaux, dans lesquels on peut trouver des résonances, des sortes de résonances d'éléments qu'on trouve dans l'utopie de More. Effectivement. Peut-être, mais c'est juste une probabilité, peut-être l'Inca Garcilaso avait lu Thomas More. Mais la chose est beaucoup plus complexe, en fait, et c'est là où on entre dans un thème aussi passionnant, mais très complexe, la question de la mémoire, notamment des mémoires sociales et des mémoires de justice aussi, les mémoires éthiques. Il faut savoir que Thomas More lui-même est héritier de toute une série de mémoires sociales et éthiques qui parlent d'égalité, qui parlent de manière de distribuer les choses d'une autre manière, de sociétés organisées non pas sur l'intérêt privé, sur la concurrence des uns contre les autres, mais plutôt sur la collaboration et la solidarité des uns avec les autres. Tout cela n'a pas été inventé non plus par Thomas More au XVIe siècle. Il y a, aujourd'hui c'est aussi établi par toute une série d'historiens, il y a de multiples sources qui convergent, pour citer quelques-unes,
la mémoire de ce qu'on appelle la communauté chrétienne primitive. C'est le mode de vie des premiers chrétiens, le christianisme primitif. C'est des gens qui essayent de vivre dans un esprit de fraternité. Cette mémoire-là a été très présente dans l'histoire de ce qu'on appelle, de manière pour moi très problématique, le Moyen-Âge en Europe. Dans toute l'histoire médiévale, il y a une présence très forte d'utopie chrétienne. Pensons à Thomas Müntzer, par exemple, à l'époque même de Thomas More, d'ailleurs, c'est curieux. Toute une série d'utopies chrétiennes qu'on peut rattacher à cette mémoire des premières communautés chrétiennes. Il y a aussi, dans un domaine qui n'est pas chrétien, qui est pré-chrétien, dans le domaine de l'hellénisme et de la culture grecque ancienne, il y a le mythe de l'âge d'or, un âge d'égalité aussi, de fraternité. Il y a aussi des systèmes de distribution, Lycurgue par exemple, donc un sage de l'Antiquité qui a fait des distributions de terres. Il y a aussi Platon lui-même, Platon dans la République, qui parle de la communauté des biens. Que fait Thomas More plus de 1000 ans, 1500 ans après? Thomas More reprend le terme de la communauté des biens avec ces mots-là. Donc, il y a des mémoires qui traversent les siècles et les siècles. Et l'Inca Garcilaso fait partie de ces mémoires-là. C'est pourquoi dans le sous-titre de mon livre, en français c'est Communalisme andin et bon gouvernement, et le sous-titre, La mémoire utopique de l'Inca Garcilaso. Donc, mémoire utopique, c'est ça. C'est, pour le dire très rapidement et très schématiquement, c'est ce dont je viens de parler. Donc, il y a quelque chose qui se transmet à travers les âges, à travers les époques, des choses qui peuvent sembler disparues à un moment donné, mais qui renaissent ensuite, peut-être sous des formes différentes ou nouvelles, mais qui transmettent néanmoins certaines idées sur ce qui est juste et sur ce qui doit être fait pour simplement accueillir la vulnérabilité de l'être humain. Alors, on a bien compris que cet ouvrage, du coup, il a participé à influencer cette pensée en Europe et particulièrement, du coup, on va y revenir en France. On a un peu moins d'une dizaine de minutes pour cette partie qui reste quand même assez importante. Comment est-ce que ce livre, ce 5e tome, on va dire, des commentaires royaux, comment est-ce qu'il s'est répandu en Europe et comment est-ce qu'il a influencé justement la politique? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu une tentative concrète d'appliquer ce bon gouvernement? En Europe, l'intérêt commence évidemment au XVIIe siècle, quelques années seulement après la parution en castillan des commentaires royaux. En 1633, il y a un Français qui s'appelle Jean Baudouin qui décide de traduire les commentaires royaux. Et il est l'auteur de la première traduction française des commentaires royaux. Alors, il dit quelque chose qui est tout à fait remarquable pour expliquer, pour justifier cet intérêt, cette traduction. Pourquoi traduire en français les commentaires royaux? J'allais vous chercher ce passage qui est d'ailleurs écrit dans le français de l'époque, du XVIe siècle. C'est irrésistible, mais bon, je n'ai pas trouvé, on n'a pas le temps pour le chercher. Mais en gros, il dit, voilà un modèle dont doivent s'inspirer ceux qui gouvernent aujourd'hui. Voilà en gros ce qu'il dit. Autrement dit, il a une intention politique très claire. Ça, déjà en 1633. On le traduit pour des raisons politiques, pour inspirer ceux qui nous gouvernent.
en France à l'époque des famines chroniques, de la misère dans les campagnes, au XVIe, XVIIe. Les gens cherchaient des références, cherchaient d'autres modèles. Ce n'est pas par un souci d'exotisme ou le mythe du bon sauvage, comme le disent certaines lectures un peu superficielles de la question. Les gens qui vont lire l'Inca Garcilaso le font parce que justement, ils ont une sensibilité sociale et ils essayent de chercher des modèles, d'autres manières de penser pour résoudre des problèmes sociaux, économiques très graves. Donc au XVIIe, Baudouin traduit pour la première fois les commentaires royaux. Au siècle suivant, au XVIIIe, il y aura une autre traduction et ce XVIIIe siècle sera également un siècle vraiment d'explosion de l'intérêt à l'égard des Incas en Europe et surtout en France. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, il y a 5 rééditions des commentaires royaux, ce qui est tout à fait extraordinaire pour l'époque, dont une nouvelle traduction. Alors que à la même époque, au XVIIIe, en Espagne, il n'y en a aucune. Enfin, si, il y en a une. Et en Grande-Bretagne, aucune. Alors au XVIIIe, bon, il y a des auteurs comme, parmi les philosophes, il faut savoir que c'est pas seulement des philosophes. Il y a des artistes, des écrivains, des philosophes, des économistes qui s'intéressent à cet ouvrage. Des musiciens comme Rameau, Jean-Philippe Rameau, déjà en 1735, dans les Indes galantes, introduit une entrée sur les Incas, le Pérou des Incas. Parmi les philosophes, il y a des gens comme Voltaire. Il y a surtout Morelli, Étienne Gabriel Morelli, qui est un auteur peut-être oublié aujourd'hui, mais qui est, selon plusieurs historiens français, il est quand même l'un des précurseurs des théories sociales et des doctrines sociales nouvelles du 19e siècle. Toutes les idées contemporaines du socialisme ou des socialismes dans sa diversité, des communismes, des anarchismes, des systèmes coopérativistes, toutes ces pensées contemporaines ont une racine, peut-être lointaine, mais il y a une racine qui se rattache aux commentaires royaux. Notamment, par exemple, ce qui était présenté au 19e siècle comme la définition même des idées nouvelles, donc socialistes entre guillemets ou communistes entre guillemets, au 19e siècle, à une époque où les gens cherchaient des réponses à des drames sociaux causés par la révolution industrielle, des drames sociaux extrêmement graves. Ce mot d'ordre était à chacun selon ses besoins, dès chacun selon ses capacités. Eh bien, ce mot d'ordre, qui apparaît par exemple déjà en 1842 chez Étienne Cabet, ce mot d'ordre a des racines dans le système redistributif des Incas. Donc, Morelli, qui a eu ce rôle très important, il y a des gens, des économistes comme Quesnay, des physiocrates, ce qui peut paraître un peu surprenant, mais il a fait une analyse du gouvernement des Incas en 1767 qui est tout à fait intéressante et qui contient des choses assez inattendues, notamment quand on connaît un peu les positions de Quesnay sur l'économie et sur la propriété. En littérature, il y a 2 grands best-sellers du 18e parlent de questions qui concernent les Incas, notamment les lettres d'une Péruvienne, de Françoise de Graffigny. Donc c'est une femme qui a écrit des choses remarquables sur les Incas d'une manière littéraire à travers une fiction épistolaire de 1747. Il y a aussi Marmontel qui a écrit un fameux livre sur les Incas
du Pérou. Il y a des dessinateurs comme François Boucher, comme Jean-Michel Moreau. Il y a un dramaturge, Leblanc de Guillet, qui a écrit une fameuse tragédie sur Manco Cápac, premier Inca du Pérou. À la Révolution française, il y a aussi une trace chez les Égaux, donc le cercle des Égaux, qui ont publié le fameux manifeste des Égaux en 1797, en pleine Révolution française. Sylvain Maréchal, à qui on attribue souvent ce manifeste des Égaux, et non pas à Babeuf, Maréchal était un lecteur de l'Inca Garcilas. Et c'est facile à établir, enfin, je le montre dans le livre. Donc il y a toute une histoire. Ensuite, au 19e, au 20e siècle, il y a des gens comme Rosa Luxembourg, une théoricienne et militante aussi de ce qu'était la social-démocratie au début du XXe siècle en Allemagne. Rosa Luxembourg a écrit également sur l'Inca Garcilas, sur le Pérou des Incas, et elle a écrit des choses très intéressantes sur les rapports entre l'esprit communal de l'époque des Incas et ce que devrait être, selon elle, l'esprit socialiste au XXe siècle. Bon, et actuellement, au XXe siècle, il y a aussi des reprises, surtout en Amérique latine, notamment avec la question qu'on appelle le buen vivir, on peut traduire en français comme le vivre bien. Donc c'est un thème extrêmement intéressant, notamment à notre époque où il y a des remises en question fondamentales qui portent sur le modèle de croissance, sur le modèle de rapport avec la nature. Nous vivons une époque de profonde crise écologique, comme tout le monde le sait, et il y a toute une partie notamment de la jeunesse en Europe qui s'intéresse à d'autres modèles, qui cherche d'autres modèles, et notamment dans la question du vivre bien, le buen vivir. C'est une traduction de l'expression en quechua sumac causai, vivre bien. C'est un modèle de société nouveau dans lequel les rapports entre les humains est différent, les systèmes de redistribution sont plus équitables et dans lequel il y a d'autres rapports avec la nature. Eh bien, dans ce discours contemporain, c'est tout ce qu'il y a de plus contemporain aujourd'hui, en 2023, dans ces discours, il y a toute une place implicite ou explicite chez certains auteurs qui concerne les commentaires royaux, qui concerne le récit sur le Pérou des Incas construit par l'Inca Garcilas. Ouais, c'est juste incroyable de voir à quel point finalement, sans en avoir conscience, je pense, beaucoup de monde s'inspire d'écrits qui ont été réalisés à l'autre bout du monde il y a 4 siècles. Moi, je trouve ça assez fascinant de voir toutes ces sources d'inspiration. Comme tu le disais, ça vient d'Amérique du Sud, ça vient aussi de la Grèce, ça vient de partout. Et comment aujourd'hui ça aboutit à ce que l'on peut mettre en branle, réfléchir pour construire la société de demain. Moi, je trouve ça génial. Est-ce que pour conclure cet entretien, en tout cas, tu aurais un mot à rajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé mais qui te tenait à cœur, voire c'est le moment aussi de faire ta promo, hein, voilà, de nous informer sur sur ce que tu travailles actuellement, par exemple. Bon, quelque chose aussi qu'on peut évoquer comme ça rapidement, c'est que dans cette redécouverte de ces sources oubliées, entre guillemets, de l'histoire politique, sociale en Europe, il y a également une dimension qui est aujourd'hui très présente dans les débats dans le monde, qui concerne ce qu'on appelle le post-colonial ou le décolonial. C'est-à-dire, ici on voit, dans l'oubli de la référence de l'Inca Garcilaso, malgré son importance dans l'histoire,
on peut trouver un exemple assez concret de européocentrisme. Donc, autrement dit, l'idéologie selon laquelle tout vient d'Europe. Enfin, l'Europe est au centre et on ne doit rien aux autres cultures. Donc, prendre connaissance de cette histoire, c'est important, car cela permet de prendre un recul critique par rapport à ces préjugés ethnocentriques et européocentriques. C'est un aspect important. Alors, ce que je fais maintenant, bon, c'est un peu le prolongement de ce travail. Ça m'a pris quand même quelques années. Bon, j'ai commencé à travailler sur l'Inca Garcilaso. Mes premiers textes, un article date d'il y a plus de 20 ans. Ce livre, je l'ai rédigé plutôt en 4-5 ans. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que ça prend quand même plusieurs siècles d'histoire et des domaines assez différents. Et j'essayais de faire jouer la transdisciplinarité, donc des dimensions qui relèvent de l'histoire des idées sociales, d'autres qui relèvent de l'économie, d'autres de la philosophie. Bon, il me semble que pour arriver à quelque chose qui nous permettent de nous approcher peut-être un peu plus du concret des choses, il fallait une démarche un peu transversale, en rassemblant des éléments et des méthodes très diverses qui viennent de disciplines très diverses. Je crois que si on s'enferme dans une discipline, que ce soit l'histoire, la philosophie, l'économie, on risque de passer à côté de beaucoup de choses fondamentales. Donc, cela demande quand même des efforts très grands pour essayer de relever ce défi. On rappelle le nom du bouquin quand même, hein, ça s'appelle Communalisme andin et bon gouvernement, et c'est sorti en 2022. Voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, eh bien foncez découvrir l'ouvrage d'Alfredo. Voilà, ça a été publié aux éditions Libertalia de Montreuil. Libertalia qui publie d'ailleurs plein d'autres auteurs vraiment tip-top. Je vous conseille d'y aller, hein, si vous êtes de toute façon des habitués de Nota Bene, vous connaissez déjà la maison d'édition, on travaille très souvent avec le camarade William Blanc, hein, et puis tout plein d'autres, Christophe Nodin aussi, bref, il y a du beau monde qui est publié chez Libertalia. Alfredo, merci encore de nous avoir consacré 2 heures de ton temps, c'était passionnant. Non, mais merci à toi pour l'accueil, merci au public aussi pour votre accueil, votre présence, et bon, une autre fois peut-être. Ben oui, avec grand plaisir, de toute façon t'es tourangeau toi aussi, donc il y a sûrement moyen qu'on se recroise. Merci à tous, passez un bon jeudi, encore merci Alfredo, à très bientôt, ciao ciao.